À Jérusalem, nous sommes en ligne avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel Bokertov. Et ce matin encore, malheureusement, on va commencer ce journal par l'annonce de la mort d'un soldat au sud Liban. Oui, effectivement, il s'agit du commandant Itamar Sapir, 27 ans, de la localité d'Eli en Samarie, officier de l'unité d'élite Maglan. Le commandant Sapir a été tué hier matin lors d'un accrochage dans le village de Kouzar, situé dans la partie occidentale de la zone de sécurité. Le terroriste qui l'a tué était en position à l'intérieur d'une église. Il était le commandant, Itamar Sapir était le commandant en seconde d'une compagnie dans le bataillon 7008 de la division 551. Itamar Sapir était marié, père d'un petit garçon d'1 an, Mahayan, qui porte le nom de Mahayan Iftar, un proche ami d'Itamar qui avait été tué le 7 octobre au combat aux côtés d'Itamar Sapir. Erez, le beau-père d'Itamar, a déclaré après avoir appris sa disparition: Itamar était un père exceptionnel, un gendre exceptionnel, un homme exceptionnel. Les obsèques du commandant Sapir auront lieu ce matin au cimetière militaire de Ra'anana. Que son souvenir soit béni. État d'alerte maximale au sein de Tsahal, Daniel, dans la perspective d'une reprise par ailleurs des combats contre l'Iran. Oui, hier Benyamin Netanyahou a consacré plus de 5 heures de son emploi du temps à la possibilité d'une reprise des hostilités entre les États-Unis et l'Iran dans le cadre de consultations avec l'état-major de Tsahal et avec les services de renseignement. Côté israélien, on continue de parler d'une étroite coordination entre les armées israéliennes et américaines, et l'on confirme que si les Américains devaient décider de reprendre les combats contre l'Iran, Israël, via son armée de l'air, y participerait. Un mot encore, les consignes de la défense passive n'ont pas changé. Quant au président Trump, il parle désormais d'un nouvel ultimatum aux Iraniens. Il est possible, a-t-il dit, que nous devions leur donner de nouveaux coups. Cela pourrait être prochainement, dans 2 ou 3 jours, mais je n'en suis pas sûr. Vous le saurez prochainement, a déclaré le président aux journalistes. Et cependant, il y a en provenance des États-Unis d'autres sons de cloche. Oui, et le plus important, c'est celui du vice-président américain J.D. Vance, qui affirme que les Iraniens veulent vraiment un accord. Nous voulons tous les deux un accord, a dit Vance, qui admet tout de même ne pas être certain de pouvoir parvenir à un tel accord. Et puis hier soir, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que si son pays reprenait le combat, il y aurait des surprises, a-t-il dit. Au cours des dernières semaines, nous avons acquis des capacités que nous n'avions pas auparavant. Il a prétendu que l'Iran avait causé des dégâts pour des milliards de dollars aux avions de chasse américains. Et le ministère israélien des Affaires étrangères a publié hier soir un communiqué à propos de la flottille Soumoud. Oui, dans ce communiqué, le ministère israélien affirme que Tsahal a pris le contrôle de tous les bateaux qui ont participé à cette flottille de protestation. Le communiqué du ministère israélien des Affaires étrangères précise que les 430 activistes qui étaient à bord sont actuellement en route vers Israël, où ils pourront rencontrer les représentants consulaires de leur pays. Là encore, le ministère israélien souligne qu'il n'y avait pas dans ces bateaux arraisonnés par la marine israélienne la moindre cargaison d'aide humanitaire à la bande de Gaza, et cela prouve, a-t-il dit, que cette flottille n'est qu'une vaste affaire de manipulation en relations publiques au service du Hamas. Le communiqué du ministère israélien des Affaires étrangères conclut: Israël continuera à agir selon le droit international, mais ne permettra aucune violation du blocus légal de la bande de Gaza. Et ce matin, l'affaire Roman Goffman, du nom du prochain chef du Mossad, qui rebondit à nouveau. Oui, la Cour suprême a décidé de demander à la commission de nomination des très hautes personnalités qui avait déjà validé la nomination de Roman Goffman au poste de chef du Mossad d'approfondir son enquête sur le général Goffman. Du côté du général, on se dit satisfait parce que cela va permettre à la commission de constater que rien ne peut entraver sa nomination au poste de chef du Mossad. Selon l'avocat du général Goffman, son client doit recevoir le soutien de tous les membres de la commission, y compris celui du président de la commission, le juge Asher Grounis, qui dans un premier temps s'était opposé à sa nomination. La Knesset devrait voter cet après-midi la première étape de sa dissolution. Oui, quoi qu'il advienne, il ne s'agira que d'une lecture préliminaire de cette loi sur la dissolution du Parlement israélien qui devrait être votée donc cet après-midi. Et pour que le Parlement soit véritablement dissous, il faudra donc attendre les votes en seconde et troisième lecture. Cela peut prendre encore 1 ou 2 semaines. En attendant, Boaz Bismuth et Benyamin Netanyahou font le forcing pour tenter de réunir une majorité en faveur de la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot et satisfaire ainsi les partis orthodoxes. Cela pourrait peut-être permettre de retarder de quelques semaines donc la dissolution du Parlement et la date des élections. La réaction de Bezalel Smotrich à la demande du procureur général de la Cour pénale internationale de lancer contre lui un mandat d'arrêt n'a pas traîné.
Oui, ce sera notre dernier titre ce matin. Le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, qui est aussi le leader du parti sioniste religieux, a fait savoir qu'en réaction directe à cette intention là, de la part de la commission de la Cour pénale internationale, il a signé un ordre d'évacuation immédiat de la localité bédouine de Khan el Ahmar dans la région de Ma'ale Adoumim, au nord, donc au nord-est de Jérusalem. La publication de mandat d'arrêt est une déclaration de guerre, et à une déclaration de guerre, nous répondons par la guerre, a lancé Bezalel Smotrich. Page météo pour compléter ce journal d'information. Le temps se rafraîchit, il sera partiellement nuageux à clair aujourd'hui sur l'ensemble du territoire israélien. La température 24 degrés à Jérusalem, 25 à Tel Aviv et Ashdod, 24 également à Haïfa et Netanya, 29 à Be'er Sheva et 37 degrés aujourd'hui à Eilat. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Edi Cohen. Edi, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, Boker Tov. Merci de vous être libéré. Je sais que vous avez une matinée très chargée. Merci de vous être libéré pour nous ce matin. Je voudrais avant tout avoir votre réaction. Un soldat israélien est tombé encore au combat dans la bande de Gaza. Cette fois, le terroriste qu'il a abattu était dans une église, apparemment dans un village chrétien dans lequel Israël fait bien attention de ne pas prendre des décisions de destruction de bâtiments qui pourraient choquer. Et le résultat, c'est que des soldats israéliens sont blessés ou tués dans ce genre de contexte. Comment vous réagissez à cela ? Écoutez, c'est ça le prix qu'Israël paye quand on est un pays démocratique et qu'on s'en occupe des minorités. Si on était la Russie ou la Turquie, l'Égypte ou la Jordanie, on aurait massacré, on aurait bombardé tout le sud du Liban. Si on était la Turquie ou la Russie ou un autre pays non démocratique, ils auraient massacré tout, bombardé tout depuis les années 70. Parce que depuis les années 60, les fins de 60, oui. Avant les 70, on a des problèmes avec le sud du Liban. Tout d'abord, c'était les Palestiniens. Après, on a vu le Hezbollah. Et toujours, on a des problèmes avec cette frontière. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas un pays, comme j'ai déjà dit, on est humain, on est très humain. Et c'est ça le prix. C'est très énervant. C'est ça le prix. Et les gens là, les chrétiens qui étaient là-bas, ils devaient nous aviser. Ils auraient dû virer ce terroriste et ça va causer des problèmes dans le futur pour ces gens-là, malheureusement. Alors cela nous amène à parler, on va revenir peut-être un peu après sur la situation sur le terrain, mais cela nous amène directement parce que le lien il est presque naturel, il est presque trivial. D'un sondage qui a été rendu public hier sur le positionnement des Libanais par rapport à un éventuel accord de paix avec l'État d'Israël. Et il s'avère que dans les populations druzes d'abord, et c'est là qu'il y a une immense majorité en faveur d'un accord de paix avec Israël, mais également dans les populations chrétiennes maronites et peut-être même, si je ne m'abuse, chrétiennes orthodoxes, il y a une grande majorité en faveur d'un accord, mais par contre, dans les populations sunnites arabes, il y a une légère majorité en faveur d'un accord, tandis que dans la population chiite, elle est à 90% opposée à un tel accord. Ce sont des résultats qui vous surprennent, Edi ? Non, pas du tout. Pas du tout. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de chiites qui sont avec un accord qui... ils sont plutôt favorables Israël, aussi. Oui. Mais ils sont Hezbollah. Ils sont prisonniers de Hezbollah. Oui, leur père, leur frère, ils travaillent avec Hezbollah. Donc, évidemment, ils vont dire qu'ils sont contre. Écoutez, ça ne m'étonne pas. Parce que, tout d'abord, les Druzes, ils sont en contact avec les Druzes d'Israël. Ils savent très bien qu'il n'y a pas de persécution des Druzes ici. Ils savent très bien que les Druzes servent à l'armée avec nous, vivent avec nous. Ils sont très bien dans cette société. Et s'ils font, les Druzes du Liban, ils voient les Druzes
de la Syrie, comment ils ont été massacrés il y a un an. Ils voient le Druze en Israël, ils sont des ministres, ils sont des Chavrei Knesset, des membres de parlement, ils sont à l'armée, ils sont des colonels, généraux. Il n'y a pas d'apartheid en Israël. Tout ça, c'est une invention des Palestiniens, une invention de nos ennemis. Et ce sondage prouve qu'il n'y a pas de problème entre les peuples libanais et israéliens. Je mets les chiites à côté parce qu'ils ont peur de Hezbollah. Et avec les chrétiens, on avait des relations. On a presque signé l'accord de 17 mai, l'accord israélo-libanais. Il y a de 83. 82, 83. Donc, on n'a pas de problème avec eux. C'est quand même. C'est-à-dire, comment vous expliquez, Eddy, justement, ce soutien des chrétiens maronites et des chrétiens orthodoxes, c'est un soutien massif de la part de tous les chrétiens. Comment vous expliquez cette dissonance qu'il y a entre ce soutien-là d'un côté et puis, l'attitude de la communauté internationale, de pays qui est la fille aînée de l'Église, la France, qui aurait dû soutenir les chrétiens du Liban, et qui aujourd'hui mène une politique qui va à l'encontre, qui essaye presque si ce n'est de favoriser le Hezbollah, mais en tout cas de ne pas permettre son éradication. Écoutez, c'est pas nouveau la politique pro-arabe des Français. Bon, je me rappelle de ça quand j'étais gosse. Non, mais la politique pro-arabe des Français, c'est vrai que c'est connu, mais là c'est un cas précis. Les chrétiens libanais soutiennent un accord avec Israël. La logique voudrait que le président Macron appuie une telle démarche, qu'il aille vers Binyamin Netanyahou, vers les dirigeants israéliens en disant « Venez, on essaye de s'asseoir pour parvenir à un accord ». Or, il ne fait rien de cela. Et parce que les Français, ils veulent dire, soi-disant, qu'ils sont avec tous les Libanais. Oui. Ils savent qu'il y a une fraction des Libanais qui ne veut pas cet accord avec Israël. Et c'est pour cela, c'est délicat pour eux. Ils ont peur que les chiites leur accusent qu'ils sont pro-israéliens et qu'ils sont contre les Libanais. C'est ça la mentalité. Genre, ils sont avec tous les Libanais. Oui. C'est ça. C'est depuis les années 80, malgré que les chiites, ils ont tué des centaines de soldats français en 1983. Écoutez, avec les chrétiens, on a eu des relations. Bachir Gemayel, Amin Gemayel, Pierre Gemayel, le fondateur des milices Kataeb, ils étaient ici durant les quarantaines, même avant la création de l'État d'Israël. Ils ont reçu de l'argent, de l'armes. Je vous parle, j'ai vu ça dans les archives israéliennes. Les chrétiens, ils avaient des relations pas avec l'État d'Israël, avec les sionistes, avec David Ben-Gurion, Moshe Charet. Donc les relations sont historiques. Alors, comment on fait pour se sortir de cet imbroglio ? Est-ce que c'est véritablement, on est condamné à faire face aux chiites et à se trouver dans un pays, aux frontières d'un pays qui est totalement affaibli par la présence chiite et par le Hezbollah, ou alors il y a véritablement quelque chose à faire. Qu'est-ce qu'il y a à faire si la France ne fait rien? Les États-Unis voudraient tout de suite un accord de paix. Ils auraient voulu une rencontre entre Netanyahou et Joseph Aoun, mais Joseph Aoun lui-même a peur d'une telle rencontre. Comment on se sort de ce nœud de vipère? C'est pas qu'il a peur. Joseph Aoun, monsieur le président Joseph Aoun, il ne peut pas rencontrer Netanyahou tandis qu'il y a des soldats israéliens au Liban qui occupent le Liban. Et moi, je comprends ça. Parce que le Hezbollah, il va utiliser ça contre lui. Comment, monsieur Aoun, vous pouvez vous rencontrez Netanyahou tandis que votre pays il est occupé? Moi je comprends ça tout à fait. Écoutez, il y a une solution que beaucoup de chrétiens depuis les années 80 ils ont un plan de diviser le Liban. Oui. Une république libanaise chrétienne et une république chiite iranienne ou libanaise pro-iranienne, parce qu'ils ne peuvent pas vivre ensemble. Les Libanais, après la mort de Nasrallah, ils ont vu la réalité. Ils ont plus peur
de parler. On a vu ça, le sondage. Si vous avez fait ce sondage il y a 2 ans avant la mort de Nasrallah, tout le monde aurait dit non, ils sont contre Israël. Maintenant, l'obstacle, et ils ont brisé, ils ont cassé la peur, ils ont brisé la peur. Et je veux dire, il y a une proposition de construire, établir une république chrétienne libanaise. Parce que les chrétiens même, ils ont participé avec ce sondage, ils ne veulent pas vivre avec les chiites. Ils ne peuvent pas vivre. C'est une autre mentalité. C'est l'Iran, c'est avec le niqab, c'est avec les fêtes de Hezbollah. Alors très bien, alors comment? C'est très bien, c'est-à-dire une république libanaise chrétienne, c'est très bien. Comment on concrétise cela? Qui a la capacité aujourd'hui d'instaurer une telle démarche? Écoutez, si on voit l'histoire, on a vu Somaliland, Soudan, le Soudan, le Yémen, il a été divisé. Il y en a des trucs en avant, il y en a des antécédents. Et cette démarche, c'est les chrétiens libanais. Et maintenant, ces jours-là, ils veulent reconstruire un aéroport qui dans le nord du Liban. Donc, ça commence. Un autre aéroport au Liban, ça veut dire quelque chose. Parce que jusqu'à présent, il y a un seul aéroport à Beyrouth au sein de Hezbollah. Maintenant, une fois qu'il y a un aéroport au nord du Liban, loin de Hezbollah, on peut, entre les lignes, voir qu'il y a des gens sérieux. Alors concrètement, il y a des chrétiens, Samir Jaja, oui. Vous m'avez demandé, Samir Jaja, il peut diriger cette formule. Samir Jaja, le chef. Mais s'il devait y avoir un gouvernement, une république libanaise chrétienne, elle serait dans le sud ou elle serait dans le nord? Elle serait dans le nord et à Beyrouth et quelque part dans le sud. C'est-à-dire ça ne résout pas le problème d'Israël parce que si Israël reste avec une majorité de chiites le long de sa frontière ou même au-delà du fleuve Litanie, eh bien, on n'a pas résolu le problème. Non, je pense que quelques kilomètres de frontière, c'est détruit. Ils ne vont pas laisser ça. Ouais. Je pense pas. Je pense pas. Et alors, aussi, il faut désarmer Hezbollah. Il faut désarmer le Hezbollah, effectivement, c'est une des conditions. Alors, je voulais une dernière question, Eddy, pour venir sur la situation sur le terrain. On le voit, malgré les attaques du Hezbollah, la mort de soldats israéliens, on voit qu'Israël reste passif, ou en tout cas l'armée de l'air qui a la capacité de frapper, on va dire, des cibles du Hezbollah un peu partout à travers le pays, en particulier à Beyrouth, elle ne réagit pas. On comprend que les soldats israéliens, ils avancent avec une main attachée, ils ne peuvent pas aller jusqu'au bout de leur capacité. Est-ce que vous croyez que il est temps pour Benyamin Netanyahou de taper du poing sur la table face à Donald Trump et de dire non, on ne peut pas continuer comme ça, c'est pas un accord de cesser le feu, il faut que nous puissions avoir une marge de manœuvre pour frapper le Hezbollah? Évidemment, il est temps de faire ça. 21 soldats ont été tués depuis la guerre du Liban. C'est beaucoup, c'est trop beaucoup. Écoutez, le lien que l'Iran, le régime iranien a fait avec le Liban, c'est pas bon pour nous. Monsieur Trump, il doit prendre des décisions à propos du Golfe, parce que les Iraniens, ils ont lié ça avec le Golfe. Et nous, il y a des accords, un genre d'accord. Le Hezbollah, il tire pas, il lance pas ses roquettes vers Haïfa, vers Tel Aviv. Il faut dire ça. Le Hezbollah, il est capable de lancer des missiles vers Haïfa, vers Tel Aviv et au-delà de Tel Aviv. Ils ont les missiles. Mais c'est ça les accords. Israël ne fera pas Beyrouth, sauf après que les Américains ils nous autorisent. Ils ont fait ça il y a 2 semaines quand on a liquidé le chef de Redouane et parfois au Bekaa, au nord du Liban. Mais malheureusement, encore une fois, quand vous avez demandé cette question au début, on paye le prix d'avoir lié le Liban avec l'Iran. C'est encore une fois Israël et nos soldats payent le prix malheureusement.
Eh bien, docteur Eddie Cohen, merci beaucoup de nous avoir éclairé donc sur cette situation, en particulier donc sur les tensions internes au sein de la population libanaise, leur volonté, la volonté des chrétiens libanais, en tout cas celle-là elle est claire, et des Druzes de signer un accord avec l'État d'Israël et l'opposition bien entendu du Hezbollah et des chiites en particulier. Je voudrais ajouter, oui, un mot. Je voudrais s'il vous plaît ajouter quelque chose. Durant les années 80, les frontières ils étaient ouvertes. Et des centaines de Libanais, ils ont travaillé en Israël, à Nahariya, à Haïfa. Des centaines de Libanais, ils ont travaillé, ils étaient là. Et ils connaissent très bien Israël. Ils savent très bien qu'Israël elle est démocratique. Ils savent la vérité. Ils connaissent la vérité, effectivement. Eh bien, merci encore, docteur Eddie Cohen, d'avoir été ce matin avec nous sur Radio Kalita. Bonne journée, à bientôt. Merci, Eddie, à bientôt. Bonne journée, Toda Rabba. Alors que l'attention reste concentrée sur l'Iran, le Liban ou Gaza, une autre bataille se joue plus discrètement en coulisses. Sans missiles, sans drones, sans communiqué militaire, mais une bataille décisive, celle des routes commerciales du Moyen-Orient. Au cœur de cette compétition, un nom encore peu connu du grand public, l'IMEC pour India Middle East Europe Corridor. Un corridor économique destiné à relier l'Inde à l'Europe en passant par les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, la Jordanie, Israël, puis la Méditerranée. Lancé le 9 septembre 2023 en marge du sommet du G20 à New Delhi, l'IMEC avait été présenté comme l'un des grands projets de connectivité du XXIe siècle. Mais quelques semaines plus tard, le 7 octobre et la guerre à Gaza ont brutalement freiné cet élan. Et si ce projet revient aujourd'hui sur la table, ce n'est pas un hasard. Face aux pressions croissantes de l'Iran autour du détroit d'Ormuz, nombreux sont les pays qui cherchent à accélérer la mise en place d'une alternative stratégique. Le contexte actuel représente une véritable opportunité historique, répète-t-on au ministère israélien des Affaires étrangères et des Finances, qui viennent de décider de le remettre sur le haut de la pile. L'objectif de l'IMEC est simple, réduire la dépendance aux routes maritimes les plus vulnérables. On le voit, le détroit d'Ormuz reste l'un des points les plus sensibles du commerce mondial. Bab el-Mandeb est fragilisé par les attaques des Houthis et on connaît aussi la vulnérabilité du canal de Suez en période de crise. Autrement dit, les grandes routes maritimes sont devenues des points de pression géopolitique. C'est précisément là que l'IMEC prend tout son sens. Concrètement, ce corridor fonctionnerait par tronçons. Tout d'abord, les marchandises partiraient d'Inde vers les Émirats arabes unis par voie maritime. Elles seraient ensuite acheminées par voie terrestre à travers le Golfe, l'Arabie saoudite et la Jordanie. De là, elles rejoindraient Israël, notamment par la région de Beit Shean, avant d'arriver au port de Haïfa, et de là, direction l'Europe, par la Méditerranée. Dans ce schéma, Israël ne serait pas seulement un pays de passage, il deviendrait un véritable hub régional au croisement des flux commerciaux venus d'Inde, du Golfe et d'Europe. Le port de Haïfa deviendrait quant à lui la porte de sortie méditerranéenne de ce corridor, le point où les marchandises venues d'Asie basculeraient vers les marchés européens. Une manière bien sûr pour Jérusalem de s'imposer comme un maillon central du commerce entre l'Asie et l'Europe. Un développement récent donne du poids à la relance de ce projet. L'accord signé entre la Jordanie et les Émirats arabes unis pour construire le tronçon ferroviaire de l'IMEC, long de 360 km, montant annoncé 2,3 milliards de dollars. Cela traduit une ambition claire, pesée dans la redéfinition des routes commerciales régionales. Il y a bien sûr aussi une dimension politique très forte à l'IMEC. Ce projet apparaît comme une prolongation concrète des accords d'Abraham. Après les ambassades, les vols directs, les coopérations économiques, ce sont désormais les rails, les ports, les zones logistiques et les corridors commerciaux qui pourraient dessiner une nouvelle carte régionale. Une normalisation moins spectaculaire peut-être, mais potentiellement plus durable, car quand des économies deviennent interdépendantes, les relations changent de nature. Mais
un obstacle majeur demeure, l'Arabie saoudite. Riyad est la pièce maîtresse du puzzle. Sans l'Arabie saoudite, située au cœur du tracé terrestre, le corridor ne peut pas devenir une route continue et resterait incomplet. Des discussions discrètes se poursuivent, mais pour l'heure, aucune solution politique n'a permis de lever toutes les réticences. Et puis, il y a la Turquie. Erdogan suit ce projet avec inquiétude et même avec irritation. On le dit très énervé, car pour Ankara, l'IMEC a un défaut majeur. Il contourne la Turquie. Il propose une route reliant l'Inde à l'Europe sans passer par son territoire. Pour Erdogan, qui considère depuis longtemps son pays comme le pont naturel entre l'Asie et l'Europe, voir émerger un axe concurrent menace directement son ambition. Ce n'est pas seulement une concurrence commerciale, c'est une remise en cause du rôle géopolitique qu'Ankara revendique depuis des années. Erdogan pousse donc sa propre alternative, la relance modernisée de la ligne ferroviaire du Hedjaz, destinée à relier la Turquie, la Syrie, la Jordanie et à terme la péninsule arabique. L'objectif est limpide, créer un corridor nord-sud avec la Turquie comme pivot. Alors derrière l'IMEC, c'est donc une véritable guerre des corridors qui se joue. Les routes commerciales sont devenues des instruments de puissance. Elles disent qui relie les marchés, qui sécurise des échanges, qui impose sa place sur la carte régionale. L'IMEC ne trace pas seulement une voie de transport, il esquisse une nouvelle architecture du pouvoir au Moyen-Orient, et pour Israël, l'enjeu est considérable. Le pays ne serait plus seulement perçu comme une ligne de front au Moyen-Orient, mais comme un passage central entre l'Asie, le Golfe et l'Europe. À travers ce corridor, Israël pourrait ainsi s'imposer comme l'un des nouveaux carrefours stratégiques du commerce mondial et accroître ainsi son poids économique et diplomatique dans la région et au-delà. Et nous commencerons malheureusement cette revue de la presse en rendant hommage à un soldat israélien tombé au combat hier au sud Liban. Il s'agit du commandant Itamar Sapir, 27 ans, originaire de la localité d'Eli en Samarie, combattant dans l'unité d'élite Maglan de Tsahal. Il était le vice-commandant d'une compagnie dans le bataillon 7008 de Tsahal. Itamar était marié à Rohi. Ils avaient un petit garçon, Maayan, qui a 1 an et demi et qui porte le prénom d'un ami très cher d'Itamar qui est tombé au combat le 7 octobre aux côtés d'Itamar Sapir. Les journaux interrogent des proches d'Itamar et qui nous décrivent la très belle personnalité de cet officier. C'est l'ami le plus intègre que j'ai eu, affirme Meir, un ami de toujours, joyeux et intelligent. Le président du conseil régional de Binyamin, Israël Gantz, a publié un communiqué de deuil hier soir. Notre cœur est brisé. Itamar était originaire d'Eli, une localité qui a payé un très lourd tribut à l'État d'Israël depuis le début de la guerre. Il appartient à une génération fantastique de combattants, une génération qui construit, qui fonde un foyer et qui, dans le même élan, est prêt à tout pour défendre le pays. Le commandant Itamar Sapir est tombé au combat alors qu'un terroriste a tiré dans sa direction à partir d'une église au sud Liban. Ces obsèques auront lieu ce matin à Ra'anana. Et justement, à propos du sud Liban, le Yediot Ahronoth titre sur le haut de sa première page sur les restrictions qui frustrent Tsahal dans cette région. Le journal cite un responsable sécuritaire israélien qui apparemment préfère conserver l'anonymat, qui critique l'impossibilité pour Tsahal d'utiliser l'armée de l'air afin de bombarder des positions du Hezbollah en profondeur au Liban. Un Hezbollah qui dispose donc d'une plus large marge de manœuvre. Pourquoi l'armée de l'air ne peut pas riposter ou même prendre l'initiative d'attaquer le mouvement chiite ? Eh bien parce que, officiellement, Donald Trump a décrété unilatéralement un cessez-le-feu et parce qu'il faut donc donner une chance à la diplomatie. C'est ce que l'on affirme côté israélien. Et puis le Maariv publie ce matin sur son site d'information un sondage intéressant sur l'état d'esprit des Libanais dans le conflit actuel. Avant de parler de ce sondage, d'ailleurs, une précision importante, il n'y a pas de progrès dans les pourparlers entre Israël et le Liban autour de la question du désarmement du Hezbollah. Quant au sondage, il permet de révéler que plus de 82% de la population druze libanaise, 76% de la population chrétienne maronite libanaise et 72% des chrétiens orthodoxes du pays du Cèdre sont favorables à un traité de paix avec l'État d'Israël. Par contre, 54% des sunnites arabes y sont favorables et du côté de l'opposition, 92% des chiites libanais rejettent totalement l'idée d'un tel traité de paix avec Israël.
Revenons maintenant à la tension entre les États-Unis et l'Iran, une tension maximale dans les airs, titre le Yediot Aharonot ce matin en manchette. Le compte à rebours a commencé, précise pour sa part également en manchette le Israël Hayom, et les deux grands quotidiens ont choisi ce matin d'illustrer cette première page de leur édition avec des photos semblables, des préparatifs des avions de chasse américains, probablement à bord du porte-avions Lincoln qui est en rade des côtes du golfe Persique. Et en sous-titre, le Israël Hayom parle ce matin d'une vigilance maximale au sein de Tsahal en perspective donc d'une reprise possible des combats en Iran. Trump avec la déclaration du jour, l'Iran a encore 2 ou 3 jours avant que nous frappions, et des responsables diplomatiques affirment que dans la dernière proposition des Iraniens, il y aurait des indices d'assouplissement, y compris de la part des gardiens de la révolution. Le Israël Hayom parle de consultations sécuritaires prolongées hier entre le Premier ministre et l'état-major de Tsahal en perspective justement d'une possible attaque américaine. Et dans le Yediot Aharonot, Ariel Aringel-Hoffman écrit dans son commentaire « Notre abri est fin prêt pour un nouveau round de confrontation ». Et puis le Israël Hayom se fait l'écho ce matin d'un rapport incendiaire préparé par le Conseil de la paix du président Trump sur la situation dans la bande de Gaza. Ce rapport s'en prend avec véhémence contre le Hamas, d'abord parce qu'il refuse d'être désarmé. C'est d'ailleurs le principal obstacle à la restauration de la bande de Gaza et à sa reconstruction. Et seconde explication, le Hamas est accusé d'avoir purement et simplement menti au sein du mouvement terroriste. On rejette cette accusation avec une certaine colère, paraît-il. Ce faisant, le rapport du Conseil de la paix semble ouvrir la voie à une reprise des hostilités avec le mouvement terroriste palestinien. Ce matin, la page éditoriale du Yediot Aharonot renferme un éditorial de l'ancien ministre de l'Éducation Shai Piron. On pourrait parler d'un appel de Shai Piron qui s'adresse, je le cite, à mes frères les jeunes orthodoxes. Venez, engagez-vous, servez dans Tsahal. Nous avons besoin de vous. Je suis persuadé que l'importance de l'étude de la Torah, cette étude nous permet de faire face aux défis qui se présentent à nous. Mais celui qui prétend que seule l'étude de la Torah d'un jeune de 18 à 28 ans peut nous sauver ne dit pas la vérité, écrit Shai Piron, qui a décidé donc de lancer cet appel ce matin, alors que justement la Commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset doit débattre ce matin même de la loi sur l'enrôlement, une loi qui, si elle est votée, prolongera peut-être la durée de vie d'un gouvernement d'1 mois et demi, 45 jours, écrit-il, face aux centaines de jours que nos enfants ont passés en Milouim depuis le début de la guerre, précise Shai Piron dans cet éditorial. Et puis ce matin, les quotidiens et les pages sportives des sites d'information sacrent le Hapoel Be'er-Sheva, champion d'Israël de football pour l'année présente. Il faut rappeler que c'est la première fois depuis 8 ans que le Hapoel Be'er-Sheva remporte le titre en devançant d'une courte tête l'équipe du Beitar Jérusalem. Le Beitar Jérusalem qui n'a pas démérité durant toute la saison mais qui a échoué tout près du but en ne faisant que match nul contre le Hapoel Petah Tikva. Tout près du but, c'est le cas de le dire. Et puis pour terminer, les sites d'information se font également l'écho d'une Olympiade tout à fait particulière organisée par l'Université de Tel Aviv. Il s'agit de l'Olympiade de l'Hébreu qui connaît cette année un succès sans précédent puisque ce sont près de 10 000 participants qui ont pris part à ce concours dont plus de 90% sont des Israéliens, mais il y avait également près d'1 millier de participants venant de 14 pays à travers le monde. Ce concours est organisé par le département de langue hébraïque de l'Université de Tel Aviv et cette année donc ce sont près de 800 à 1000 candidats étrangers qui se sont inscrits à la compétition. Les concurrents sont interrogés sur les énigmes linguistiques et sur des exercices de décryptage. C'est en juin que ces lauréats de ce concours seront désignés et récompensés. Maître Alexandre Demensan, bonjour à nouveau. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Daniel, comment allez-vous ? Nous, ça va, et on vous a sollicité parce que vous êtes juriste, avocat au sein du célèbre cabinet israélien Fuchs, Neyman et Herzog, et c'est un cabinet qui, plus d'une fois, s'occupe des recours déposés devant la Cour pénale internationale contre l'État d'Israël. C'était le cas en particulier dans les mandats d'arrêt déposés contre Binyamin Netanyahu et contre Yoav Gallant. Et là, on parle aujourd'hui de nouveaux mandats d'arrêt qui pourraient être déposés contre le chef d'état-major de Tsahal, contre le ministre de la Défense et même contre Bezalel Smotrich, le ministre des Finances. Qu'est-ce qui se passe ? La Cour pénale internationale a décidé de faire du zèle ? Eh bien, écoutez, comme vous l'avez précisé, nous représentons le Premier ministre Netanyahou ainsi que son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant devant la Cour pénale internationale depuis
2024, depuis l'émission des mandats d'arrêt, concernant la continuité de la ligne de la Cour pénale internationale, si ces mandats d'arrêt, si ces rumeurs venaient à être confirmées, puisque pour l'instant rien d'officiel n'a encore été communiqué, si véritablement ces rumeurs venaient à être confirmées, cela, je vais vous dire les choses très franchement, Daniel, ne nous surprendrait pas, la Cour pénale resterait sur cette même trajectoire. Après, est-ce que ça change véritablement quelque chose à notre ligne de défense? Alors déjà, bon, il n'est pas dit que nous représentions Bezalel Smotrich ainsi que n'importe quel autre dirigeant israélien et que nous soyons de nouveau sollicités par le bureau du procureur pour les accompagner. Mais dans tous les cas, si jamais vous me demandez mon avis en fait sur un éventuel changement, regardez, il y a ce qui s'appelle le lawfare, donc il y a ce qui s'appelle la bataille juridique politique qui est menée afin de satisfaire, on va dire, l'opinion publique. Donc il y a les actes qui sont pris, que ce soit par des instances internationales ou même que ce soit par des pays, dans une continuité, en fait, dans une forme de grande bataille, donc qui s'illustre depuis le 7 octobre 2023. Donc on voit que cette bataille juridique prend place sur tous les fronts, de toutes les instances internationales, que ce soit donc la Cour pénale internationale ou que ce soit la Cour de justice internationale. Israël est attaqué de toutes parts. Donc, il faut prendre cet aspect en compte. Et après, il y a véritablement notre ligne de défense et il y a véritablement les arguments juridiques. Nous, personnellement, c'est ce sur quoi on se concentre. Le bruit de fond, la politique, les différentes considérations peuvent être des considérations tout à fait étrangères, on va dire, au droit. Ne nous intéresse pas. Et si vous me posez la question concernant nos arguments, écoutez, ça reste absolument les mêmes. Les mandats d'arrêt qui ont été déposés en 2024, tout comme des mandats d'arrêt qui pourraient être déposés aujourd'hui, ne respecteraient pas le principe de subsidiarité, le principe de complémentarité. Israël n'a pas été notifié et ne sera pas notifié en amont concernant, je pense, qu'on ne sera pas notifié concernant de nouveaux mandats d'arrêt qui pourraient être déposés contre Bezalel Smotrich ou contre le chef d'état-major. Donc, je veux dire, c'est considéré une fois de plus, pour rappeler très brièvement le principe de complémentarité et de subsidiarité, c'est selon ces principes-là, ce sont des principes qui sont des principes phares selon le traité de Rome et selon le droit international. Les instances internationales, quand elles se saisissent d'un dossier contre un pays, doivent tout d'abord lui laisser une chance équitable de pouvoir mener l'enquête et de mener justice et de lever, de faire toute la lumière sur ce dossier lui-même en amont. Sinon, c'est considéré de facto que ce pays est un État failli. Et par conséquent, qu'Israël est un État failli qui n'est pas en capacité de pouvoir juger ses dirigeants. Et c'est là, justement, où, une fois de plus, on se retrouve dans une situation qui est absolument grotesque et absurde. Nous n'avons pas été notifiés. De nouveaux mandats d'arrêt, il y a des rumeurs qui courent et qu'on apprend, on va dire, par la presse internationale. Je veux dire, c'est une situation qui est complètement tirée par les cheveux. Quant au chef d'accusation, parce qu'il faudrait peut-être nous le rappeler, est-ce que véritablement le chef d'accusation, c'est génocide dans la bande de Gaza ? Alors non, le chef d'accusation, ce n'est pas le génocide, d'ailleurs. Parce qu'il semble justement à ce sujet que ces derniers jours, il y ait même de la part de certains juristes, on va dire un petit peu plus honnêtes au sein de la Cour pénale internationale, il y ait une sorte de reconsidération en disant que jamais la Cour pénale internationale n'a accusé Israël de génocide. Mais justement, en fait, vous voyez, Daniel, c'est une excellente question. Parce que là, en fait, on se trouve à la croisée des chemins. Si ces mandats d'arrêt, en fait, c'est le second palier. J'hésitais à vous en parler, mais c'est une excellente question. On se trouve en fait à la croisée des chemins. Pourquoi ? Parce que les premiers mandats d'arrêt contre Monsieur le Premier ministre Netanyahou ainsi que son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant, les premiers mandats d'arrêt sont émis en 2024. Par conséquent, en 2024, on va dire, preuves suffisantes qui doivent être réunies par nos détracteurs pour pouvoir, on va dire, prouver les éléments constitutifs d'un éventuel génocide ne peuvent pas être réunis, puisqu'on a une étape extrêmement avancée du conflit, et du moins, c'est à peu près
ce qui repose en fait à la base de la justification qu'ils ont aux yeux en fait de la communauté internationale concernant le fait qu'ils ne peuvent pas accuser de ce crime. Et les crimes en fait qui constituent en fait la base de l'accusation de la Cour pénale internationale en 2024 sont l'utilisation de la faim comme arme de guerre. Donc l'utilisation de la famine, de la faim, donc de la faim qui entraîne une famine comme arme de guerre, et ce qui constitue donc un crime de guerre, crime contre l'humanité. Là, si de nouveaux mandats d'arrêt sont émis, alors bien évidemment, on se réécrira, puisque en termes de procédure, en termes de substance, ça bafoue, comme je vous l'ai dit, toutes les règles de base de la Cour pénale internationale, ça bafoue complètement toutes les règles de procédure du traité de Rome, le principe de complémentarité, le principe de subsidiarité, la non-notification du procureur. Mais ce qui sera très intéressant de regarder, c'est de se demander si en 2026, la Cour pénale internationale, qui certes peut se livrer quand même peut-être le théâtre en fait d'une bataille en fait d'opinion publique juridique, mais si elle se livrera en fait à ces arguments-là, c'est-à-dire le fait d'utiliser le génocide comme argument nouveau dans l'accusation contre Bezalel Smotrich, parce que les choses se sont décantées depuis, on voit la situation et on peut pas établir véritablement qu'il y a eu un quelconque génocide. C'est ça exactement. Donc, c'est-à-dire que d'un côté, politiquement, entre guillemets, continuer sur cette lignée d'aller accuser, d'émettre des mandats d'arrêt contre Bezalel Smotrich, contre le Ramatkal, contre le chef d'état-major, contre d'autres figures israéliennes, c'est une chose. C'est une chose qui ne surprend pas. C'est-à-dire qu'en réalité, comme je vous l'ai dit précédemment, émettre de nouveaux mandats d'arrêt contre de nouvelles personnalités israéliennes, finalement, il n'y a aucune différence avec les mandats d'arrêt qui ont été émis en 2024. En revanche, les émettre pour de nouveaux chefs d'accusation, ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'en réalité, pour pouvoir émettre des mandats d'arrêt, en fait, et pour qu'ils soient recevables par un juge, accepté et émis, parce que je le rappelle, en termes de procédure, qu'est-ce qu'un mandat d'arrêt? Ce n'est rien. Un mandat d'arrêt, c'est tout simplement en fait le procureur qui émet une demande au juge et qui lui explique et qui doit en fait lui prouver qu'il y a des raisons suffisantes pour prouver la dangerosité d'une personne, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs pour prouver a priori le crime de guerre ou le crime contre l'humanité. En revanche, lorsque le juge accepte éventuellement d'émettre ces mandats d'arrêt, cela ne dit absolument rien concernant véritablement le fait qu'il faille inculper, écrouer, ou alors cela ne touche en rien à la présomption d'innocence, on va dire, d'une personne ou d'une autre. Je veux dire, si jamais j'arrive à convaincre un juge, si jamais demain je vais à la police, je vais vous donner un exemple tout simple, que je me plains du voisin, que la police, on va dire, que la police, on va dire, me croit, on va dire, elle peut demander à un juge d'instruction d'émettre un mandat d'arrêt, de vous arrêter pour une certaine durée, pour une certaine période, et ce jusqu'à ce que votre procès, jusqu'à la fin de votre procès. Mais cela, en fait, ne dit rien véritablement en fait de l'issue du procès. Donc, c'est vrai que je veux revenir à cette question très intéressante. Cela ne dit absolument rien d'éléments nouveaux concernant cette accusation qu'on entend depuis déjà des années de génocide. Alors, il nous reste une minute, Alexandre. C'est quand même assez stupéfiant. Hein. On a déjà compris que la Cour pénale internationale était politisée, mais là, c'est-à-dire que on pourrait lancer des mandats d'arrêt sans véritablement avoir la moindre preuve d'une quelconque accusation que l'on pourrait porter. C'est assez stupéfiant. Comment c'est possible que le droit international cautionne quelque chose comme cela ? Des mandats d'arrêt, que ce soit en droit national ou en droit international, n'ont pas besoin de preuves. C'est-à-dire que c'est tout le but d'émettre des mandats d'arrêt. C'est-à-dire que, par exemple, mettons par exemple qu'il y ait suffisamment d'éléments ou de doutes pour éveiller une suspicion concernant le fait que Monsieur X ait porté atteinte à Madame Y. Alors à ce moment-là, en fait, la société préfère quelque part arrêter cette personne jusqu'à ce que toute la lumière soit faite sur l'enquête
et ne pas lui laisser la possibilité soit de récidiver, soit de pouvoir en fait s'enfuir. Donc en fait, les mandats d'arrêt, en droit national comme en droit international, dans leur nature, vont à l'encontre de la présomption d'innocence. Ouais. Mais quelque part, c'est un moindre mal pour pouvoir assurer en fait un résultat qui est préférable à la société. Ça, c'est le but général en fait en droit pénal. Donc moi, je comprends le fait, l'idée de mandat d'arrêt. Maintenant, dans notre type de cas, il faut au moins prouver la dangerosité potentielle et avoir suffisamment d'éléments constitutifs pour pouvoir mener à une arrestation, ce qui n'est absolument pas le cas. Et bien évidemment, là on parlait de la substance, il faut que tout soit fait dans le respect de la procédure, ce qui n'est absolument pas le cas, bien évidemment. Voilà. Donc, on le comprend, donc il y a pour l'instant des menaces, mais on n'est pas certain que ça va se concrétiser. En tout cas, merci beaucoup. Youssef Murciano. Youssef, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le président de l'UEJF et on vous a vu sur les réseaux sociaux ces dernières 24 heures ou ces dernières 48 heures être monté au créneau pour essayer pour protester de manière efficace contre ce WhatsApp, on va dire un groupe d'étudiants de la Sorbonne qui a un WhatsApp qui est résolument antisémite et qui aurait même exclu, qui a exclu 5 étudiants dont les noms ont une consonance juive de ce WhatsApp. C'est assez choquant de trouver dans l'enceinte, on va dire, de la prestigieuse Sorbonne des éléments qui expriment ouvertement leur antisémitisme de manière assez décomplexée, n'est-ce pas ? Ah oui, complètement. Cette affaire, elle remonte maintenant à plusieurs mois. C'était à la rentrée, en fait, même avant, quelques semaines avant la rentrée des classes et avant que les étudiants se rencontrent. Il y avait 2 groupes différents, un groupe WhatsApp et un groupe Instagram. Sur le groupe WhatsApp, il y a eu un sondage pour ou contre les Juifs avec des gens qui votaient contre. Le procès a eu lieu. Le délibéré a été rendu hier. La personne a été condamnée, la personne qui a voté contre a été condamnée, celle qui a créé le sondage n'était pas majeure au moment des faits et donc ne pourra pas être jugée normalement et devra être jugée par un juge pour enfants, donc ça va prendre un peu plus de temps, mais en tout cas la personne qui a voté contre, qui était étudiant, qui a voté contre, a été condamnée pour antisémitisme. Il y a parallèlement une autre affaire avec un groupe Instagram où là des étudiants juifs se sont fait renvoyer du groupe par la personne qui avait créé le groupe, qui était censé être un groupe où on s'échange des devoirs, les horaires des cours, etc. Et il se trouve que il y a complètement absurde qui est en train de se passer depuis cette affaire, c'est qu'il y a un comité de soutien à la personne qui est accusée d'antisémitisme, donc à cette personne qui se discrimine les juifs et qui renvoie les juifs des groupes WhatsApp. Cette personne-là a un comité de soutien au sein de l'université et même en dehors de l'université. Et donc on a vu ce comité de soutien s'étoffer petit à petit au fil des mois, d'abord par des communiqués de presse, ensuite en enjoignant plusieurs associations, plusieurs personnes à signer des pétitions, et avant-hier en faisant une réunion, une manifestation, place du Châtelet à Paris. Donc nous, on est partis voir cette réunion et tout de suite on a été repérés. Et quelques minutes après être arrivé place du Châtelet, après avoir été repéré, on a été entouré, bousculé, secoué par des militants pro-palestiniens. Les téléphones ont été jetés par terre, on a été traité de génocidaires, de violeurs, etc. Et face à notre protestation, à cette contre-manifestation qu'on organisait, la police a décidé non pas de nous protéger, mais de nous écarter, de nous sortir de la place pour des raisons sécuritaires, mais en tout cas dans une forme d'inversion totale où tout d'un coup, les personnes qui se font insulter, qui sont en train d'être insultées au moment où on parle, sont ceux qu'on met sur le côté, sont ceux qu'on contrôle, sont ceux qu'on palpe, etc., etc. Donc, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est le plus choquant. Est-ce que ce sont les propos ou les actes antisémites commis par ces étudiants ou alors la réaction des autorités à l'égard de ceux qui protestent contre ces actes ?
Alors, il y a une troisième chose aussi, vous avez raison. Donc, il y a la réaction des policiers, la réaction enfin, ces étudiants antisémites, mais aussi le fait qu'il y ait potentiellement à Paris en 2026 150 personnes qui sont visiblement assez jeunes, qui se réunissent place du Châtelet pour soutenir une personne antisémite et dire le soutien à cette personne, c'est un soutien politique qui est le soutien à la Palestine, qui est le soutien au peuple palestinien. Cette absurdité-là où aujourd'hui on protège les étudiants antisémites, on les protège et on fait en sorte de les entourer, de faire des comités de soutien, de signer des pétitions pour eux, de retourner l'accusation contre l'UEJF. Il y a des posts Instagram et l'avocat au procès de cette jeune étudiante antisémite nous a expliqué que c'était de la faute de l'UEJF, que l'UEJF, en dénonçant cet acte antisémite, en pointant du doigt sur les réseaux sociaux et auprès de l'université et auprès des pouvoirs publics cet acte de discrimination antisémite, avait, dans sa dénonciation, créé les conditions de l'harcèlement de cette étudiante antisémite parce qu'elle a reçu des messages après de gens qui s'énervaient contre elle parce qu'elle était antisémite. Alors, c'est le monde à l'envers. Oui, c'est un retournement total. Et voilà où on en est. On a fait hier une manifestation devant leur manifestation, devant le parvis du tribunal de Paris. Voilà, moi le message que j'ai à adresser aux juges de France et d'ailleurs, c'est de dire il faut en aucun cas leur laisser même un gramme de terrain. À chaque fois qu'ils ouvrent leur bouche pour proférer des slogans antisémites, pour faire de telles absurdités qui est, par exemple, qui sont par exemple de soutenir une étudiante accusée d'antisémitisme, il faut aller sur place et essayer de faire comprendre aux passants, aux justiciables, aux magistrats, aux avocats qui passent devant le parvis du tribunal de Paris, que c'est pas la seule voie et qu'il y a d'autres personnes un peu plus sensées sur Terre. Alors, effectivement, c'est-à-dire l'activité, la protestation sur le terrain, elle est incontournable, elle est indispensable. Mais moi, je voudrais vous poser une question en tant que président de l'UEJF, président d'une organisation qui rassemble des milliers d'étudiants juifs aujourd'hui. Vous êtes là, vous êtes sur le terrain, vous constatez une sorte de glissement de ces actes antisémites, de ces déclarations antisémites. Je parlais de comportements décomplexés. On est presque dans la légitimité de parler de s'exprimer de manière antisémite. Qu'est-ce que ça suscite en vous, au-delà de la protestation? Parce que la protestation, c'est bien, mais sur le fond, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah bah, vous avez tout à fait raison, la protestation c'est seulement une première étape et ça ne sert à rien de protester si après on n'a pas des objectifs réels, des objectifs législatifs, des objectifs judiciaires, des objectifs qui vont permettre d'améliorer profondément la vie des étudiants juifs de France. Il se trouve que la protestation de l'UEJF depuis le 7 octobre 2024 a permis la création de dossiers, le 7 octobre 2023 pardon, a permis la création d'un dossier de remontée où à la fois on a réussi à pointer et à analyser ce que c'est que l'antisémitisme aujourd'hui dans les universités, mais aussi et surtout pourquoi on n'arrive pas à punir l'antisémitisme dans les universités. Et cet élément-là a permis à des députés de construire une loi qui a été votée en juin 2025, qui est une loi qui est intitulée Loi de lutte contre l'antisémitisme sur les campus. Cette loi-là, elle est rentrée en vigueur il y a quelques jours à peine et donc à la rentrée prochaine parce que là l'année universitaire se termine, il y a les quelques derniers partiels qui arrivent. Une fois que l'année universitaire aura repris en septembre prochain, cette nouvelle loi sera effective et je pense qu'elle protégera réellement les étudiants juifs de France, qu'elle retournera le système et qu'elle permettra de sortir du système dans lequel on a vécu jusqu'ici, un système qui a autorisé une commission de discipline de la prestigieuse Sorbonne, comme vous dites, d'accuser, de laisser partir cette étudiante antisémite et de considérer qu'elle n'avait rien fait en excluant des juifs ou sionistes de son groupe Instagram. C'est contre exactement cette possibilité de la laisser partir, cette possibilité de la blanchir
par la commission de discipline contre laquelle on se bat depuis octobre 2023, et on y est arrivé finalement avec cette loi. On est très heureux d'arriver à cette loi. C'est pas encore parfait. Il y a encore d'autres combats à mener et on va les mener. Alors, il y a d'autres combats à mener. Alors, je voudrais rebondir justement sur cela, parce que nous, on est ici à Jérusalem. Vu de Jérusalem, eh bien, je pense qu'il y a certains de nos auditeurs ou de téléspectateurs qui regardent et qui disent, qui s'arrachent les cheveux en disant, mais ces étudiants-là, ils n'ont pas encore compris que c'est irréversible, que la situation des Juifs de France, elle est de plus en plus périlleuse. Pourquoi, finalement, eh bien, ne lancent-ils pas plus d'appels à la Aliyah, aux études à l'étranger, en Israël, ou peut-être même dans d'autres campus, bien qu'aux États-Unis, ça soit pas beaucoup mieux. Pourquoi, finalement, ne pas appeler aujourd'hui ouvertement à une Aliyah des étudiants? Il y a beaucoup plus d'étudiants aujourd'hui, de Juifs de France, qui quittent la France pour aller étudier en Israël qu'il n'y en avait avant le 7 octobre. Alors, je vais vous dire, moi, je suis profondément sioniste. Et ce sionisme-là que j'ai chevillé au corps, il m'oblige à quelque chose de très simple. Il m'oblige à considérer l'Aliyah comme étant un objectif personnel, un objectif beau, un objectif, un but qui soit quelque chose vous savez, qui doit être motivé par des raisons religieuses, par des raisons politiques, par des raisons spirituelles, par des raisons d'objectifs de vie, mais sûrement pas et jamais motivé par la peur. Cette idée-là que la peur doit nous quitter à quitter la France, etc., c'est une idée contre laquelle je me bats. Parce qu'une Aliyah qui est faite dans la peur, et là je le dis parce que je sais qu'il y a plein d'auditeurs de Kalita qui l'entendent et qui peut-être l'ont vécu, une Aliyah qui est faite dans la peur, c'est une Aliyah qui forcément part du mauvais pied. C'est une Aliyah qui est forcément va potentiellement être ratée à un moment ou un autre et va conduire à un retour en France, à une Yérida après. Cette Aliyah-là, il faut la combattre. Il faut faire en sorte que l'Aliyah qu'on souhaite pour les Juifs de France, si on souhaite une Aliyah pour les Juifs de France, ce soit une Aliyah de cœur, une Aliyah positive, une Aliyah qui dise quelque chose de positif pour nous, et jamais une Aliyah de peur. Donc moi, je vais continuer à me battre pour lutter contre l'antisémitisme, pour débarrasser la peur des étudiants juifs et de toute la société juive en France, et individuellement, chacun pourra, en son cœur, choisir s'il a envie de faire l'Aliyah ou pas, pour des raisons politiques, spirituelles, religieuses, intellectuelles, nationalistes, plein de raisons patriotiques, plein de raisons qui sont belles et qui sont des raisons positives pour faire l'Aliyah. Eh bien, Youssef Murciano, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions autour donc de ce dossier de plus en plus inquiétant, donc de la résurgence de l'antisémitisme à l'intérieur des campus et en particulier donc à la Sorbonne. Merci aussi pour votre franchise dans votre réponse concernant la Aliyah. On peut être heureux de voir qu'à la tête de l'UEJF, il y a des gens qui sont foncièrement sionistes et qui savent réellement quelle est la nature, qui doit être la nature positive, comme vous le disiez, de la Aliyah. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation et à bientôt. Merci, au revoir.